Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Et nous sommes aujourd'hui avec Vivian Buscaglia, expert naturaliste, muletier et militant écologiste. Bonjour Vivian. Bonjour Adrien. Ça te va comme présentation Ouais, expert naturaliste, c'est un peu prétentieux, mais... Tu te considères pas comme expert ou pas comme naturaliste ? Non, pas du tout. Naturaliste, ça suffira, ouais. Ok. Alors, je voulais parler avec toi aujourd'hui de plusieurs choses, justement. Si tu le veux bien, commençons par ton travail dans l'agriculture. Je crois, si mes informations sont bonnes, que tu as été maraîcher et que ta particularité était de faire tout ton travail du sol, ton labour et ton épandage par traction animale avec des mulets. C'est bien ça, ouais. Et aujourd'hui, tu n'es plus exploitant, mais tu continues à louer tes services et ceux de tes mulets à d'autres agriculteurs. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je suis toujours chef d'exploitation, c'est-à-dire que je suis agriculteur à titre principal. Ça, c'est un peu les subtilités de la législation, mais même en étant prestataire, je reste quand même agriculteur. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les avantages de la traction animale par rapport à des engins motorisés Les enjeux, ils sont multiples. Déjà, c'est quand même une énergie renouvelable en quelque sorte et qui, bien évidemment, ne dégage pas de CO2, plus qu'il n'en faut. Et je dirais qu'à travers des lunettes naturalistes, l'intérêt de la traction animale, c'est que des animaux qui sont à l'extérieur dans des parcs à l'année, ils participent de l'entretien de paysage et donc de ce fait, avec la conduite qu'on a, l'entretien d'un paysage et de la biodiversité et d'une biodiversité. Voilà. Donc au-delà des faibles émissions polluantes, ça a un intérêt paysager. Voilà. Puis ça permet, j'imagine, de valoriser aussi un type d'agriculture qu'on ne pourrait pas forcément voir autrement. Par exemple, des cultures en terrasse où les terres ne sont pas forcément accessibles par des tracteurs. Si. Non. Alors là, pour la partie professionnelle, travail viticole, puisque c'est mon activité. Alors il se peut qu'au cours de l'interview, je dise nôtre, parce que je travaille dans les vignes avec ma compagne, Chloé en l'occurrence. Chloé Galland. Chloé Galland, naturaliste aussi. Et donc oui, pour la partie professionnelle, le travail dans les vignes, il se trouve qu'on travaille sur le secteur de Cornas, où les vignes sont plantées avec des faibles écartements qui ne permettent de toute façon pas le passage du tracteur. Dans le meilleur des cas, chenillettes, mais comme c'est des vieux pieds tordus, biscornus, et que là, la mécanisation, elle avoue toutes ses limites, le fait de travailler avec un animal, ça rend possible la culture de ces vignes. Et donc après, d'un point de vue agronomique, bien évidemment, il y a le très faible compactage des sols en utilisant les animaux, et donc de garder un sol vivant, et non pas dégradé par des outils lourds. Voilà. En apportant en plus le fertilisant naturel que constitue le... Oui, sauf que là, les mulets, ils ne calculent pas vraiment où c'est qu'ils posent leur pêche, et donc ça n'est pas uniformément réparti. Oui, il faudrait l'étaler. Il faudrait l'étendre. Et puis peut-être qu'on constaterait que ça ne suffit pas. Mais bon, ils participent en tout cas à la vie du sol. Est-ce que finalement cette pratique, elle n'est pas représentative d'un type d'écologie un peu low-tech, pratique, très concrète, et que presque tout le monde pourrait récupérer ? Je pense qu'elle devrait être récupérée. Après, pour faire un petit retour sur de là où je viens, en fait, je
pense que l'écologie telle que je la comprends et telle que je la vis, elle vient surtout de la paysannerie. Donc effectivement, l'utilité et l'utilisation de l'attraction animale, ça s'inscrit complètement, je dirais, quelque chose que je qualifierais d'une paysannerie, parce que l'agriculture, ça va englober tout ce qu'on connaît maintenant, avec la partie intensive, le gros matériel, une agriculture qui est mondialisée parce que ça dépend du pétrole pour faire fonctionner les tracteurs, etc., etc. Donc oui, je pense que pour répondre à ta question, l'utilisation d'attraction animale, qui est déjà une forme moderne d'agriculture par rapport à la majorité de l'agriculture qu'on retrouve sur la Terre, qui est faite à la main, pour autant, c'est quand même une façon de travailler qui se rapproche, oui, de ce que tu as dit, d'une low-tech. Alors oui, certains diront peut-être que c'est un terme quelque peu galvaudé et à la mode et qui revient à dire, en tout cas là dans ce cas précis, ça revient à revenir simplement à des pratiques qui existaient avant la motorisation, même si la low-tech, ça peut impliquer d'autres types de procédés, bien évidemment. Mais surtout, l'avantage de cette low-tech ici, de cette technologie simple, de cette technologie douce, pour le dire en français, à mes yeux de néophyte, en tout cas, c'est son faible coût. On a parlé de faible coût carbone, bien sûr, mais il y a aussi un faible coût financier pour les agriculteurs et les agricultrices. Et quand on sait justement qu'un des problèmes qui pèse lourdement sur les épaules des agricultrices aujourd'hui, c'est précisément l'endettement dans lequel ils et elles sont obligés de se plonger, notamment pour acheter tout l'équipement mécanique dont ils ont besoin. Par exemple, est-ce que c'est déjà une piste à aller creuser pour réfléchir à une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement, mais aussi plus respectueuse de celles et ceux qui travaillent la terre? Probablement, mais après, il y a d'autres problèmes qui se greffent là-dessus. En tout cas, à travers mon expérience, réussir à faire coller ce que j'appellerais une envie paysanne, à savoir vivre de sa production et que les excédents soient simplement là pour mettre du beurre dans les épinards. En fait, à travers mon expérience de maraîcher, ce dont je me suis aperçu, c'est que vouloir faire coller un modèle paysan comme je l'imaginais, justement avec une rapidité d'exécution qui est moindre, parce que tout est basé sur la force physique humaine, même si les animaux sont là pour faire les plus gros travaux. Quand il y avait 40 tonnes de fumier à épandre à la fourche, il faut le faire. Donc, et là où, rétrospectivement, je me suis rendu compte d'une erreur, c'est que cette envie paysanne, je pense qu'elle est extrêmement difficile à faire coller au modèle économique et social qu'on connaît maintenant, si ce n'est au détriment d'une qualité de vie. Et en fait, quand on met en avant une installation agricole maintenant, on parle souvent de qualité de vie. Et il se trouve que la trouver, cette qualité de vie, c'est une véritable... c'est une gageure. Parce qu'il y a une telle masse de travail. Arriver à sortir un salaire ou un pseudo-salaire, ne rêvons pas, d'une activité de la manière dont je la pratiquais, c'est pratiquement impossible. À savoir que moi, au moment où j'ai arrêté l'activité maraîchère, j'avais les minima sociaux. Sinon, c'était pas viable. Même en partant d'une situation financière, on va dire, à zéro, où tu t'es pas endetté, du coup, puisqu'on parlait de ça. Sans endettement. Sans endettement, en partant de zéro, c'est quand même très compliqué de vivre de son activité agricole. Oui. Ouais. Donc, la mécanisation de l'agriculture a quand même des points positifs pour toi, qui permet une plus grande productivité et donc aussi une meilleure qualité de vie pour à condition que le relief le permette. C'est-à-dire que c'est deux modèles différents. Moi, j'ai toujours été extrêmement frileux à l'idée d'emprunter. Donc, ça voulait dire rester très modeste en taille. Mais de toute façon, le lieu où j'avais décidé de m'installer ne permettait pas une mécanisation. Donc, n'en parlons plus. Mais effectivement, dans des zones agricoles conventionnelles de plaine, la mécanisation et la motorisation
soulage grandement l'agriculteur, c'est indéniable. Disons, le système agricole tel qu'il est fait actuellement, avec les prix de vente qui sont ce qu'ils sont, et le budget qu'un couple lambda est prêt à y attribuer, une personne lambda est prête à y attribuer, sont de toute façon beaucoup trop faibles pour qu'on puisse se sortir de ce machinisme, je pense. Très bien. Et donc, Vivian, on l'a dit en introduction, tu es aussi naturaliste. Donc, pas expert naturaliste, du coup. Naturaliste bénévole. Naturaliste amateur. Amateur. Ouais. Oui. Ornithologue, plutôt ou... Ornithologue, ouais, oui. Plutôt oui, donc les oiseaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu, cette passion ? Est-ce que c'est lié justement à ton travail de paysan, ou c'est deux choses qui sont arrivées indépendamment dans ta vie ? Alors, l'intérêt pour le vivant, mais même au-delà de ça, pour l'environnement qui m'entoure, il est apparu depuis que j'étais enfant, puisque je passais tout mon temps dehors. Et issu de familles paysannes, et tout ce qui avait trait à les champignons, les châtaignes, pouvoir cueillir, observer, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et qui fait partie de mes fondations, on va dire. Donc après, arrivé à l'âge adulte, entre guillemets, il m'a été donné de participer à quelques camps de migration, travailler pour une association de protection des animaux sauvages. Je suis sorti de cette période-là en me disant, j'aimerais bien travailler, pourquoi pas à la LPO ou des choses comme ça. En ayant quand même à l'esprit qu'il y avait une grande partie dans ce travail-là de bureau, de saisie de données, de montage de dossiers, chose que j'exècre. Donc je me suis dit, à ce moment-là, peut-être que le meilleur moyen d'être dans un espace et de choisir si j'étais destructeur ou si j'étais plutôt observateur et respectueux, entre guillemets, mais c'était peut-être bien la paysannerie. Donc c'est ça qui m'a lancé sur le côté agricole. Et aujourd'hui, du coup, tu te dis aussi militant écologiste. Est-ce que c'est ton activité paysanne qui t'a poussé à l'être, ou c'est plutôt ton travail de naturaliste, ou les deux? Et si c'est les deux, comme je le soupçonne un petit peu, comment on articule justement ces deux choses? Alors, je vais essayer d'être un petit peu ordonné, de ne pas tout oublier. En fait, la partie militante, je pense qu'elle vient d'abord dans un premier temps du côté de ma mère, qui très tôt a essayé d'introduire, non sans difficulté, un régime végétarien au sein de la famille, pour des raisons de santé qui lui étaient propres, qui lui avaient permis d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'était la chimie dans l'alimentation, dans les choses comme ça. Donc, sans que je m'en rende compte, une mise en contact avec ce qu'est le simple fait de s'alimenter et de cultiver. Elle a été très vite adhérente à l'association Greenpeace et puis au WWF. Donc voilà, quand même une toile de fond familiale qui était un peu basée là-dessus. Et ensuite, pour revenir à ta question sur qu'est-ce qui est à l'origine, est-ce que c'est la partie agricole ou la partie naturaliste qui a fait de moi le côté militant, je pense que, comme tu le soulignes ou comme tu l'imagines, c'est les deux. Puisqu'en fait, la paysannerie va permettre de savoir assez rapidement si on est dans une action destructrice ou une action qui permet le maintien d'une biodiversité dans son entourage proche. Voilà. Et après, le militantisme, très très tôt, j'ai été extrêmement sensible à la destruction de notre environnement, tout simplement. Et donc, quoi faire d'autre que d'aller à l'action pour essayer de préserver ce qui peut l'être encore, malgré une adversité qui est de plus en plus, qui est grandissante et galopante.
Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, enfin, entre autres, c'est que tu dis que la paysannerie est un très bon moyen de voir si on aide la biodiversité, pour le dire simplement, ou si on est dans la destruction de la biodiversité. Est-ce que la paysannerie et l'écologie, enfin, on va dire une vision de l'agriculture, celle que tu appelles donc paysannerie, et l'écologie sont intimement liées pour toi? En tout cas, je pense qu'elle devrait l'être. Elle devrait l'être. Même si ce n'est pas le cas, elle devrait l'être. En tant que militant, qu'est-ce que tu penses est-ce que c'est la piste qu'il faudrait suivre en priorité, ou est-ce que c'est un des chemins à prendre parmi tant d'autres? C'est un des chemins à prendre parmi tant d'autres, même si, oui, effectivement, intimement, je pense que l'immense majorité des habitants de cette planète devrait se tourner vers la paysannerie. J'entends par paysannerie tout ce que ça sous-tend en termes d'autonomie alimentaire, d'entraide de voisinage et de respect du vivant, puisqu'on en est complètement dépendant. Donc une production alimentaire qui laisse une place à la biodiversité, même si elle n'est pas utilitariste. Enfin, je veux dire, par exemple, pas seulement dire les abeilles vont polliniser les cultures, les faucons vont servir à manger les rongeurs. Les sangliers vont défoncer mes cultures. Voilà, mais donc là, il y a l'aspect négatif. Mais tu acceptes quand même le sanglier chez toi. Enfin, je veux dire, non, je ne l'accepte pas, à savoir que j'ai toujours pris les moyens qu'il fallait pour me protéger, parce que bon, il ne faut pas être naïf, on doit se protéger d'une part de la biodiversité qui rentre en concurrence parce que la table est mise, donc pourquoi elle ne viendrait pas se servir? Et donc nous, on doit protéger notre table pour quand même avoir quelque chose à manger à la fin. Sans pour autant dire, puisque ça vient interférer avec ma production, il faut l'éradiquer. On n'est effectivement pas sur ce discours-là. Très bien, merci Vivian pour cet entretien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, avoir le mot de la fin? Je sais pas, écoute, c'était un grand plaisir pour moi. Donc c'est plaisir partagé. Merci encore à toi, et merci aussi à celles et ceux qui nous écoutent, bien évidemment, et à qui je dis à dans un mois pour une prochaine chronique du Hérisson.